Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier cette tribune d'analyse des enjeux politiques, que dis-je, des enjeux géopolitiques, puisque désormais c'est plus que politique, vous l'aurez constaté à travers les lectures des spécialistes invités chaque fois sur cette tribune. Alors, qu'est-ce qui fera le menu de votre émission ce jour? L'Afrique, que dis-je, le Burkina Faso, où nous allons nous intéresser au verdict du procès Thomas Sankara, puis après l'Europe pour nous intéresser au conflit russo-ukrainien où l'on annonce de l'autre côté, bien évidemment, de nouvelles sanctions contre la Russie. Et oui, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, vous l'aurez suivi sur les différentes chaînes nationales et internationales, a été condamné mercredi 6 avril 2022 par contumace à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, le commandant de sa garde Yassine Kafando et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch en 1987, ont tous écopé également de la prison à vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce verdict et pourquoi ce n'est que maintenant que l'on arrive à connaître ce verdict? On en parle bien évidemment avec Morgane Metonji Assogba et Olivier Michel Descampos. C'est inutile de vous les présenter, mais ce ne sera pas tout. Au menu de cette émission, comme je vous le disais tantôt, nous allons nous intéresser à ce conflit russo-ukrainien qui, vous le savez, est à son 43e jour. À quand la fin? Bien malin pourra nous le dire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer. Olivier Michel Descampos. Merci d'être à nouveau là. C'est un plaisir. Puisque un peu plus tôt ce matin, nous y étions et on a tenté de décortiquer quelque peu ce verdict, ce fameux verdict qui tient en haleine tout le continent, pas seulement la sous-région, mais tout le continent, et sinon le reste du monde aussi. Bienvenue à vous et merci de votre disponibilité. Morgane Metonji Assogba, à nouveau, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir marqué votre disponibilité, votre présence dans cette tribune. Alors, la toute première question, c'est à vous, je la pose, puisque je l'avais posée déjà un peu plus tôt, à qui vous savez. Pourquoi ce n'est que maintenant que ce procès a pu aboutir, a pu donner corps, a pu livrer ce verdict? Pourquoi ce n'est que maintenant, près de 35 ans après? Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cet état des choses. Mais il faut dire qu'on ne saurait mesurer avec exactitude ce pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, puisque la plupart des acteurs s'intéressent beaucoup plus aux résultats qu'au processus. Mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'on en arrive là? C'est déjà premièrement parce que c'est une situation où les acteurs principaux ont été jusque-là des personnes qui étaient aux affaires. Toutes ces personnes dont vous venez de parler, il y a moins de, disons, entre 10 ans, c'était les mêmes personnes qui étaient aux affaires au Burkina Faso. Et donc, c'est quasi impossible Oui, mais le principal a été chassé du pouvoir depuis peu. Oui, tout est processus. Vous chassez un acteur, mais vous avez un système qui est en place. C'est vrai. Parce qu'un acteur qui est resté au pouvoir pendant plus de 2 décennies, ou au moins 2 décennies, il a eu le temps de mettre en place un système. Et que quand il n'est pas là, le système peut continuer à fonctionner. Et donc, il a fallu que ce système soit réduit à sa capacité offensive la plus, disons, la plus minimale. Et cela a permis donc au processus entamé depuis des années d'aboutir. Bien que nous soyons aujourd'hui face à une sanction qui semble être au-delà, lorsque vous écoutez la sentence, elle est au-delà de ce qui avait même été recommandé par le parquet. Oui. Le parquet n'a pas recommandé des perpétuités. Non, mais 25-30 ans. Voilà. Mais nous nous rendons compte que la sentence, le verdict final va au-delà de cela. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? C'est tout un autre débat. Parce qu'il y en a qui pourront lire là, peut-être un caractère plus ou moins peu fondé du comportement de ce tribunal qui n'est pas forcément civil, mais qui a beaucoup plus de connotations
militaire à cause des conditions dans lesquelles les choses se font actuellement, puisque c'est une affaire aussi qui relève du domaine militaire. Un coup d'État perpétré par des hommes armés et qui met en cause, c'est une affaire qui concerne beaucoup plus le militaire que le civil. Et de l'autre côté, d'autres peuvent lire une justice qui sanctionne un acte qui va au-delà de simples perspectives des tests et du contest, mais qu'il s'agit là beaucoup plus d'un crime contre tout un État. Et non contre un individu. Tout un État, pourquoi? Parce que l'acteur dont on parle, jusqu'au jour d'aujourd'hui... Tout un système. Exactement, parce qu'il incarnait un système, il incarnait un idéal, qui a fonctionné, qui a été très productif en très peu de temps. Et donc, cela peut-être s'inscrivent dans une logique si on avait permis à cet acteur de continuer cette dynamique que le Burkina Faso et l'Afrique, avec le Burkina Faso, pourraient ne pas être à ce niveau de développement. Et donc, voilà ce qui pourrait, d'une façon, justifier cette sentence qui est au-delà des recommandations qui ont été faites, et de l'autre côté, argumenter ceux qui estiment qu'il y a peu de légalité ou de justice dans ce qui a été fait. On va en venir tout à l'heure au verdict en lui-même. Olivier Michel Descampos, ce n'est que maintenant qu'on en est arrivé à connaître ce verdict, ce procès, normalement au lendemain, je dirais, du régime Blaise Compaoré. On s'attendait à ce que cela aille beaucoup plus vite. Est-ce qu'il a fallu du temps pour, je ne sais pas, nettoyer le système Compaoré ou Oui, je pense que mon confrère a déjà commencé par baliser le terrain lorsqu'il a présenté les faits. Et effectivement, après la chute du président Blaise Compaoré, il fallait quand même reposer les bases, puisque juste après la chute du président Blaise Compaoré en 2014, il y a eu un régime de transition qui a été mis en place dès 2014-2015 et qui a conduit les affaires jusqu'à l'élection de M. Roch Marc Christian Kaboré. Alors, il faut quand même rappeler que c'est justement à partir de 2015 que la procédure a été donc remise à l'ordre du jour. Donc, il faut quand même saluer cela. Ça veut dire que effectivement, on peut se rendre compte que ce sont les 27 années de gouvernance de Blaise Compaoré qui ont quand même, d'une manière ou d'une autre, empêché la survenance et la tenue de ce procès. Et c'est pour ça qu'il faut quand même voir cette procédure-là déjà comme une victoire. Justement, vous parlez de 27 ans. Et comment le système, je dirais, juridique burkinabé a pu aussi vite ranger les 27 ans et pour en arriver à cette célérité qui nous a conduit à ce verdict? Parce qu'ailleurs, ce n'était pas gagné d'avance. Pas du tout. 27 ans, vous parlez de 27 ans. Voilà, au pouvoir, vous imaginez, c'est près d'une génération. Tout à fait, à peu près, 25 ans, tout à fait, plus de 25 ans. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que le contexte dans lequel l'ancien président Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir, si on peut le dire comme ça, a été l'un des facteurs favorables à ce revirement, puisque vous vous souvenez, le ballet citoyen qui avait donc été à l'origine de la destitution, en tout cas le renversement, la révolution burkinabé qui avait donc abouti au renversement donc du président Blaise Compaoré. Et donc c'est une dynamique qui, quand on parle de révolution, c'est justement pour faire changer, pour renouveler tout un système. Et je me souviens, l'une des promesses qu'avait fait donc Kafando, le président de la transition, était justement de renouer avec ce procès, de remettre le dossier de ce procès-là sur la table. Donc on voit tout de suite le passage du régime Compaoré tout de suite à une dynamique de transition, à une dynamique de changement, de renouveau, si on peut le dire ainsi. Et ce qui est intéressant d'analyser, c'est que la question Sankara est quelque chose qui a pourri, qui a pourri quand même suffisamment la vie politique du Burkina Faso depuis 1987. Et on n'arrête pas d'en parler. C'est vrai que bon,
pendant les 27 ans, on n'en a pas beaucoup parlé parce que ce n'était pas d'actualité. Le procès n'était pas d'actualité. L'ancien président comparé ne s'est pas beaucoup prononcé sur le sujet. À chaque fois que c'était évoqué, il y a toujours une manière de ranger cela. Donc, mais en toile de fond, lorsqu'on pense Burkina, on pense tout de suite Thomas Sankara. Donc, c'était un élément et l'impunité qui semblait régner autour donc, des événements qui se sont produits constituait donc une sorte de plaie béante dans l'histoire politique et sociale du Burkina Faso. Et donc, on peut comprendre donc, à partir de cet angle de vue la nécessité donc pour les nouvelles autorités, une fois que la révolution a eu lieu, parce que justement les citoyens n'auraient pas accepté, parce que ça faisait partie des revendications qui ont soutenu donc ce mouvement de balai citoyen pour chasser le président Blaise Compaoré du pouvoir. Donc les populations n'auraient pas compris qu'après tout cela, l'ombre continue encore dans ce même cercle d'impunité. Donc ce qui pourrait justifier l'accélération qui a eu lieu après donc les événements de 2014 et qui ont abouti aujourd'hui, en tout cas au verdict que nous connaissons récemment. Morgan Metondi Assogba, Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré, a-t-il bien fait en griffe d'empêcher de ne pas avoir permis l'ouverture de ce procès? Il a eu un comportement politiquement correct. Politiquement correct. Vous le pensez vraiment? Je dis politiquement. Je n'ai pas dit moralement. Justement. Voilà. Politiquement correct parce que lorsque vous êtes aux affaires, vous devez vous arranger pour avoir la latitude de gérer. Justement. Et permettre à un procès où il est le premier à mettre en cause d'avoir lieu pendant qu'il est aux affaires, cela est très... c'est pas dans son intérêt, c'est pas dans l'intérêt d'une capacité à pouvoir gérer de façon entière et totale. Il est vrai que nous sommes dans un État démocratique et qu'on parle de séparation de pouvoir, mais vous n'êtes pas sans savoir quelle est la force d'un président au pouvoir sur le continent africain. N'aurait-il pas dû, justement, il était sensiblement au-dessus d'un président ordinaire, n'aurait-il pas mieux fait de faciliter l'ouverture de ce procès, quitte à, comme d'autres, contrôler même, vous me voyez venir, ce verdict à l'époque, que de l'empêcher, ou que de l'avoir empêché? La manipulation prise en tant qu'outil de gestion politique qui existe réellement et qui est utilisé fréquemment, nécessite un ensemble de critères et de facteurs. Et parmi ces facteurs, il faudrait que ce soit manipulable. Vous ne manipulez pas ce qui n'est pas manipulable. C'est vrai. Et nous nous retrouvons dans un cas où la question de Sankara, du meurtre de Sankara, de son assassinat, n'est pas manipulable. Parce qu'il y a des faits, il y a des témoins que si on leur permet de parler et qu'ils doivent s'exprimer et qu'ils s'expriment, la conclusion est évidente. Et donc, il sera très difficile de tordre le cou à la vérité. Même s'ils ne sont plus aussi nombreux, ces dit-on témoins, En effet. après nettoyage et toilettage, et quelques-uns en sont restés quand même. Oui, en effet. Et donc, politiquement, ce n'était pas une option que devrait prendre monsieur ou le président Blaise Compaoré. Et donc, moralement, cela aurait dû quand même être une option, quitte à entamer la procédure, mettre en place un ensemble de facteurs. Parce que ces pairs ont fait cette option sur le continent et on l'a vu dans d'autres procès où vous savez que les procès suivis et surveillés sont toujours mieux gérés que les procès par contumace. Vous savez, vous n'y êtes pas et votre sort est décidé et encore que vous n'êtes plus en position de force. Alors là, ça rend beaucoup plus souple. Il faut dire que le choix d'y être ou de ne pas y être est libre à l'acteur. Oui. Et dans ce cas précis, l'acteur... Mais celui de ne pas l'être, lui est beaucoup plus rentable. Naturellement. Parce qu'il y serait hier que, voilà... Il serait déjà en prison, enfermé. Et il y a aussi le fait qu'il est... Bon, permettez-moi de le dire, il est mieux informé que tout le monde de ce qui peut l'attendre, puisque s'il a été acteur et s'il a été aussi proche de M. Sankara, comme l'histoire nous le montre, il y a des choses qu'il sait.
il y a des informations, il y a Oui, des mais ce choses fut qui de vieux n'auraient pas frères, pu... de vieux frères d'âme. Exactement. Et ils étaient très proches. Il faut rappeler aussi que l'histoire nous montre que c'est bel et bien M. Compaoré qui a orchestré le coup d'État, qui a amené M. Sankara à la tête du Burkina Faso. C'est un acteur politique et stratégique du Burkina Faso depuis bel et bien l'époque d'avant l'arrivée de Sankara au pouvoir. Et donc, qu'on le veuille ou non, il a conscience de son poids et de son rôle dans tout ce qui s'est passé. Ouvrir une enquête ou un procès de cette envergure pendant sa gestion n'était pas politiquement correct. C'est pas quelque Serait-ce chose aussi perturbateur? Très perturbateur. Même autant fort. Si il ouvre un tel procès, il va de soi qu'il soit appelé en tant que individu à s'exprimer lors du procès, qu'il soit Mais accusé. vous vous souvenez que dans la sous-région, il fut un temps où il était le presque médiateur. petit Houphouët-Boigny de la sous-région. Il était plus qu'Houphouët-Boigny à l'époque, parce que c'était un acteur majeur. C'est cette période que j'évoque, en cette période aussi forte. Il ne pouvait pas. Surtout pas en cette autant période. Fort de son influence. Surtout pas en cette période. Parce que l'influence qu'il a installée est fondée sur des faits. Et ces faits s'élargissent à sa capacité à être un stratège. Et vous allez voir, si vous observez bien, la sécurité, l'aspect sécuritaire dans la sous-région. L'aspect sécuritaire dans la sous-région a connu un gros coup lorsque M. Blaise est parti de la tête du Burkina Faso. C'est une évidence. Ce n'est pas quelque chose à créer, c'est un fait. Et lorsque M. Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir au Burkina Faso, le système, l'appareil sécuritaire de la sous-région a pris un coup. Et donc cette influence était palpable et acceptable. Il avait les éléments pour convaincre les différents acteurs à se comporter de telle façon ou d'une autre. Et donc, instaurer ou débuter un procès de cette envergure remet en cause son influence et sa capacité à réellement diriger les différents aspects de la sécurité et des affaires politiques de la sous-région. Et donc, politiquement, ce ne serait pas correct. Mais moralement, comme je vous l'ai dit, c'est compréhensible. Sur le plan de la justice et du droit, c'est compréhensible. Mais son comportement, son attitude est à non seulement comprendre, mais tout acteur politique dans sa peau aurait certainement fait la même option. Ah oui. Olivier Michel Descampos, ce ne doit pas être un procès ordinaire, puisqu'il s'agit là du procès d'un haut cadre influent du continent, d'un chef d'État en exercice qui a été tué, froidement abattu par un très proche, quelqu'un qui ne pouvait ne pas réussir son coup. À en croire l'histoire de la proximité de ces deux. Le procès, c'est 6 mois d'audience, 110 témoins, plus de 110 témoins, nous dit une dernière documentation de Radio France Internationale. 34 ans d'instruction. Ce doit être assez lourd d'influence directe et indirecte. Je ne vous apprends rien. Maintenant que le principal auteur est hors des frontières, hors du territoire burkinabé, et que ce verdict en est arrivé à prendre corps, à quelle fin? Alors déjà, juste pour revenir rapidement sur ce que vous disiez, il y a une expression qui m'était venue à l'esprit. On ne demande pas à quelqu'un d'aller chercher la corde pour se pendre lui-même. Ah oui? Donc, oui, c'est évident. On n'allait pas demander à M. Blaise Compaoré de mettre en œuvre les conditions pour se retrouver devant des juridictions et puis faire de la prison. Ce qui justifie d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait lui-même. Non, j'ai bien dit comme on lui a le fait, d'autres numéro 1 sur le continent. Vous savez, au temps fort de leur mandat, ils arrivent à maîtriser certains... Malheureusement, le cas Sankara échappe à cette possibilité. Résolument. Oui, échappe à cette possibilité parce que c'est assez particulier dans l'histoire, et on n'aurait pas pu faire comme ça se faisait ailleurs. Alors, pour en revenir donc à votre préoccupation, qui était donc à la délicatesse du procès, au caractère, je dirais,
spécial de ce procès. Tout à fait. Et le fait que le principal condamné, ce n'est plus accusé maintenant, c'est condamné, se trouve à l'extérieur, donc en dehors des frontières du Burkina Faso. Alors déjà, il faut dire que c'est vrai, 35 ans, c'est 35 ans d'attente, mais la procédure en elle-même, on va dire, c'est à peu près quelques années. Si on va compter en termes d'instruction, donc c'est l'attente qui a duré 35 ans pour les raisons que nous avons évoquées déjà ici. Alors, il se fait maintenant que le principal condamné, en tout cas l'un des principaux condamnés, se trouve en dehors des frontières du pays. Et on doit rappeler même que ce procès aurait pu aboutir un peu plus tôt. Oui, s'il n'y avait pas eu cette trêve. Pas toutes ces interruptions également et toutes ces relances. Et parfois même on a eu peur même à plusieurs reprises que le procès n'aille pas à son terme. Il y a eu plusieurs interruptions et c'est pour ça que je disais à l'entame que c'est une victoire quand même pour la justice d'être allée au moins jusqu'au bout de ce qu'elle a voulu faire. Alors aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est l'exécution de cette peine-là, puisque vous avez condamné quelqu'un par complaisance et voilà, il se trouve donc que la personne n'est pas en mesure d'exécuter sa peine. Il se trouve dans un pays étranger dont il a la nationalité et qui se refuse cette personne qui n'est pas un accusé ordinaire. Un seul président qui bénéficie de surcroît de la protection, de l'amitié du chef d'État du pays dans lequel il se trouve. Non moins influent. Non moins influent, donc je ne vous l'apprends pas. Et donc, vous vous retrouvez là dans une situation assez complexe, assez difficile à dénouer. Et puis quand on sait également que la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants, et d'ailleurs les autorités ivoiriennes se sont refusées donc de l'extrader lorsque les juges avaient demandé sa comparution devant donc le tribunal pour s'expliquer et pour dire donc sa part de vérité dans ce qui s'est passé. Donc vous posez là en fait le véritable problème, en tout cas l'élément central que tout le monde est en train d'observer, je se dis mais il y a eu un procès, il y a eu une procédure qui a abouti à un verdict. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour appliquer les peines? C'est vrai que le général Diendéré était déjà dans les mailles. Hier, j'ai entendu son avocat, et ça m'a fait sourire, j'ai entendu son avocat dire que la peine aurait dû être différente parce qu'il était présent sur le territoire. Mais j'ai envie de dire, il n'était pas là par de bon gré, parce que le général Diendéré était déjà en prison depuis 2015. Justement. Et je ne pense pas que s'il avait eu le choix, comme Yacine Kafando et Blaise Compaoré, il serait resté attendre son procès. Voilà. Donc, je suppose, rationalité oblige, il n'aurait pas attendu. Donc, le fait qu'on nous dise qu'il était déjà là et qu'il s'est rendu disponible, mais il était contraint d'être disponible. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, il était déjà en détention. Donc, ouais, c'est la question de l'exécution de cette peine-là qui va se poser aujourd'hui. Parce que quand on sait toutes les difficultés qu'il faut pour extrader quelqu'un, pour encore moins, en tout cas, quand ce n'est pas un ordinaire, un président, un ancien président, qui bénéficie quand même de certaines relations, de contacts relationnels et tout. Donc c'est assez compliqué. On se demande bien comment est-ce que ça va se passer au niveau donc, de l'exécution. Est-ce que les autorités ivoiriennes, maintenant que la donne a quelque peu changé, vont peut-être il y aura des sons de cloche différents. Nous l'avons évoqué ce matin, dans l'opinion publique ivoirienne, de se dire, bon, il faut quand même que l'État ivoirien se décide à lâcher quand même quelqu'un qui est considéré comme un criminel et qui est condamné donc à une peine aussi lourde. Oui, parce que des interprétations pouvaient aussi faire état de ce que la Côte d'Ivoire serait appelée à participer ainsi à ce crime. Puisqu'elle était citée parmi les instigateurs. Justement. Et comme vous l'avez dit, on ne dira plus que c'est Ouattara qui protège, c'est le cadre juridique ivoirien qui protège. C'est cette, je dirais, tradition à la négation, à l'extradition. Certes, mais une chose est là, le verdict est tombé, mais l'application, je dirais l'expression de ce verdict reste un tout petit peu délicate. L'expression, pas forcément. L'application non plus. La question qu'il faut se poser déjà dès le départ, c'est quel était l'objectif de ce procès? Est-ce un procès qui a été fait dans une perspective de voir forcément des personnes être emprisonnées, sanctionnées, ou c'est un procès qui a été fait dans la perspective de voir la vérité être établie? Ce qui
l'un et l'autre. justifie aussi l'insatisfaction d'un certain nombre d'autres acteurs qui estiment que toute la vérité n'est pas étalée. Oui. Parce qu'ils estiment qu'il y a des acteurs externes. Du moment où les acteurs externes n'ont pas pu faire n'ont pas pu faire le déplacement, donc, pas seulement Compaoré, même pas, de pas haut les cadre, acteurs même des externes impliqués. forcément individuels. Oui. Quand je parle d'acteurs externes ici, je parle surtout des autres acteurs de différentes nationalités Et c'est qui de ce- auraient été impliqués. Justement, qui ne se sont pas présentés. Exactement. Certains font cas du rôle de la France, certains font cas du rôle des autres États de la sous-région à l'époque. Et lorsqu'on voit ce qui a précédé même cet assassinat de M. Compaoré, pas de M. Compaoré, autant pour moi, de M. Sankara, il faut rappeler que tout juste, je pense une année avant cet assassinat, il était à l'organisation de l'unité africaine à l'époque, où il a fait un discours sur la dette africaine, où il demandait à ses pairs, oui, sur la dette africaine, où il demandait à ses pairs de refuser la dette. Un peu trop osé. Et on lui a dit, et il a dit, c'est pas on lui a dit, il a dit devant eux, ils ont tous rigolé. Mais écoutez-moi, si vous n'êtes pas avec moi et qu'on refuse cette dette-là, et que je suis le seul à refuser la dette, à la prochaine réunion, vous ne me verrez pas. Je serai mort. Et effectivement, à la prochaine réunion, il n'était pas là. Il a été assassiné après. C'était sa dernière réunion. Et donc, le climat était déjà plus ou moins tendu. Oui. Et lorsque vous écoutez un ensemble de documentation, on vous fait comprendre que M. Sankara savait qu'il y avait quelque chose du genre qui se préparait contre lui. Et vous entendez qu'il dit même, écoutez, où on cite même M. Compaoré comme étant celui qui serait utilisé pour qu'il parte. Et il a dit, mais écoutez, même si c'est le cas, je préfère, c'est pas moi qui vais me retourner contre mon ami. Et donc, quand vous regardez tout cela, et vous regardez l'ensemble des facteurs, vous vous dites qu'il y a un sentiment d'insatisfaction. La vérité, la manifestation de la vérité est le premier point pour aller vers une sorte de réconciliation. Parce que là, on parle d'une division qui a existé pendant des années et qui savait être un frein à la stabilité politique du Burkina Faso. Et donc, l'un des objectifs du procès... Ce verdict va soigner quelque peu ce clivage social. C'est pour cela qu'on parle du caractère important et historique de ce verdict. Et donc, ce n'est pas forcément voir M. Blaise Compaoré se retrouver en prison qui est forcément l'objectif. Mais cela participe aussi. Oui, la justice, dans le verdict qui semble avoir été donné, semble avoir été rendue. La sanction... Qui est rendue. Oui. La sanction, maintenant, est tout un autre débat. La sanction est tout un autre débat. Le truc, c'est quelle serait la portée de cette sanction dans l'objectif de réconciliation et de la stabilité. Pas grande chose. Parce que si vous avez déjà M. Diendéré qui est en prison, si vous mettez M. Compaoré aujourd'hui en prison, qu'est-ce que cela va concrètement apporter au processus de stabilité au Burkina Faso? Est-ce que c'est l'objectif final de ce procès? À mon avis, et à écouter les différents acteurs, c'est pas cela. Le plus important pour eux, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on le dit jusqu'aujourd'hui, on avait du mal à mettre le doigt sur ce qui s'était réellement passé. Mais lorsqu'on a écouté les témoins, tout le reste, on dit qu'il y a une partie de la vérité qui a été exposée. On sait plus ou moins. On sait plus ou moins. Et donc, l'insatisfaction, c'est qu'on ne sait pas tout. La satisfaction, c'est qu'il y a une justice. Ce sera difficile de tout savoir. Effectivement. La satisfaction, c'est qu'il y a une justice qui a été rendue. Et donc, la sanction en elle-même, qu'ils aillent en prison ou pas, n'est pas forcément prioritaire dans ce système, selon les observations que nous faisons et à écouter les différents acteurs. Ils ne se soucient pas du fait qu'ils soient à l'extérieur ou qu'ils soient condamnés par contumace. Ils sont conscients et fiers et contents du fait qu'il a été condamné parce qu'ils ont estimé pendant des années qu'il avait un rôle capital dans ce qui s'est passé. Et pendant des années, il était difficile d'amener la justice à convenir de ce rôle important. Cela va quelque peu participer à restaurer cette conscience collective, je ne dirais pas cette haine, mais cette volonté
de connaître la vérité. À défaut de connaître toute la vérité, ce procès pourra quelque peu calmer certaines formes d'ardeur du côté des pro-Sankara qui sont restés, je dirais, en marge et plus d'une trentaine d'années à attendre cette vérité, à connaître cette vérité, même si en partie, ils le savent. Oui, et vous l'avez dit, et nous espérons maintenant qu'il y aura plus d'implication de ces acteurs de la vie politique au Burkina Faso qui, dans la pratique, n'ont pas forcément été impliqués parce ils estimaient qu'il y a un aspect primordial de la vie politique qui leur avait été arraché et que pour qu'ils se mettent encore dans la danse et contribuent au développement de leur société, il fallait plus ou moins que la question de l'assassinat de Sankara soit réglée. Et donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour le Burkina Faso de voir une partie des acteurs politiques de ce pays qui, depuis plus d'une trentaine d'années, ont estimé qu'ils ont été lésés et donc ont décidé de ne pas être forcément assez impliqués dans la vie de leur société. On va revenir tout à l'heure à nouveau sur cette perspective d'extradition, mais avant, Olivier Michel Descampos, dites-moi, selon vous, quelles sont les implications directes et indirectes de ce verdict au Burkina et dans la sous-région, sur le continent et au-delà? Alors, l'implication première qu'on peut déjà trouver, c'est que, quel que soit le nombre d'années qui passent, la justice, lorsqu'elle est bien menée, peut quand même arriver à des résultats. C'est un message, c'est un signal pour toutes ces personnes-là qui se livrent à des actes. C'est pour dire que, quel que soit le temps qui passe, elles peuvent être rattrapées donc, par les actes qu'elles ont posés. Alors, moi, je pense quand même, par rapport à ce que disait mon confrère tantôt, sur l'applicabilité donc ou la non-applicabilité de cette peine-là, quand même pour dire que c'est vrai que ce procès, ce verdict-là, quand même, est peut-être ressenti comme quelque chose d'assez symbolique. Parce que, quelque part, on se dit, on est conscient que matériellement, voir le président comparer derrière les barreaux, peut-être qu'il faudrait attendre un peu, longtemps, peut-être, pour vraiment voir cette image-là. Ce qui reste donc de l'ordre du symbolique, on se dit, bon, la seule consolation, moi j'appelle ça comme ça. Ce sera une épreuve de Bernoulli et échec ou succès, on verra. On peut ne jamais. Le temps nous le dira. Peut-être que les tendances peuvent changer, mais je pense ça comme une consolation pour ceux-là qui ont milité durant une grosse consolation. De se dire au surtout moins pour la conscience. Pour la conscience, pour se dire au moins enfin il est condamné. C'est-à-dire, même si on le soupçonnait, il y avait des rumeurs, on se disait que ça ne peut être que lui, c'est parce que tous les signaux, tous les faisceaux pointaient vers lui, on se disait que ça ne peut être que lui. Mais aujourd'hui, on a 15-20 ans plus tôt, ce n'était même pas imaginable. Voilà, donc on se dit aujourd'hui, il est symboliquement, il est condamné. Il a ce sceau-là qui est mis sur lui. Ça, c'est lui qui est condamné. Il n'est pas parmi ceux qui sont condamnés donc, pour ce fait d'assassinat. Donc déjà, à partir de ce moment, je pense que c'est quelque chose, une leçon quand même que plusieurs autres pays peuvent tirer, dans lesquels il y a eu des exactions, il y a eu des crimes qui ont été commis, pour dire que la justice, à un moment donné, c'est question de régime. Lorsque le régime en place qui protège et qui empêche que le procès ait lieu, partira. Quoi qu'il en soit, un régime viendra pour remettre de l'ordre dans... Et c'est l'une des grosses leçons. L'une des grosses leçons. Maintenant, la question qu'on se pose, et c'est ce quoi je voulais quand même atterrir, c'est de se dire, alors est-ce à dire que... Parce que mon confrère essayait de pointer cela du doigt en disant, qu'est-ce que ça gagnerait aujourd'hui d'avoir M. Blaise Compaoré derrière les barreaux, concrètement? Et là se pose toute la question, est-ce à dire que... Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Vous diront les pro-Sankara. Les pro-Sankara, mais vous imaginez... Vous diront même une partie du... Vous direz même une partie du... Tout à fait, je suis d'accord avec vous, parce que lorsque vous observez un peu du point de vue des victimes, j'ai fait l'exercice il y a quelque temps de faire un peu le film, de suivre un peu le film du drame qui s'est déroulé. C'est assez... ça fait froid dans le dos de se dire que quelque chose comme ça a pu arriver et que c'est
on va dire, c'est quelqu'un qu'on connaît, en tout cas un frère en griffe, qui l'a fait. Donc ça fait froid dans le dos. Et donc, proche. de la perspective des familles de victimes, des personnes qui ont été touchées, c'est inadmissible que la peine ne soit pas appliquée. Maintenant, de l'imaginaire collectif et du point de vue politique, parce que là, on revient sur le terrain politique. On se dit, mais aujourd'hui, avoir Blaise Compaoré en prison, alors il sera en prison dans quel pays? Est-ce que ce sera au Burkina Faso ou dans un autre pays? Alors, dans le contexte socio-politique, quel impact cela pourrait avoir? Donc, c'est là que ça pose. C'est un problème sociologique. Moi, je pense que ça pose dans nos pays, parce que je pense qu'ailleurs, dans les pays occidentaux, ils n'ont pas trop de mal à enfermer tel ou tel dirigeant. Mais aussi dans nos contextes de fragilité. On a vu avec quelle facilité, avec quelle aise Sarkozy a été interpellé et condamné, et que ça ne dérange personne qui se retrouve derrière les barreaux. Donc, mais quand on prend notre contexte sociologique, on a du mal à imaginer de tels scénarios se produire. Ce qui fait que, quelque part, je reste un peu sur ma faim quant aux possibilités d'exécution efficace, effective donc, de ces décisions-là qui sont prises, en tout cas à l'endroit de personnalités aussi importantes que le chef d'État ou autres. Je reviens encore à vous, Mohamed Tongi Assoba. Quelles sont selon vous les perspectives d'une extradition de Blaise Compaoré? Difficile à... La possibilité ou la probabilité d'une extradition est très faible. Wow. Très faible et compréhensible. Encore? Oui. Très faible parce que déjà, on parle d'un individu qui a eu 27 ans de leadership, non seulement de son pays, mais de pratiquement la sous-région. On parle de quelqu'un qui aujourd'hui a une nationalité donnée. Et donc, la probabilité tout cela n'était pas prémédité, c'est compréhensible et c'est aussi prémédité. On peut dire que c'est prémédité parce qu'il a planifié certainement tout cela, il a analysé toutes les perspectives. C'est pas un enfant. Il a vu venir. Oui, il sait. Il n'a pas simplement vu venir, il sait comment est-ce que les choses peuvent se dérouler. C'est pas pour rien lorsqu'il a été chassé du pouvoir qu'il est allé en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu au Bénin? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au Sénégal? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au Togo? Il a choisi la Côte d'Ivoire. Et c'est pas pour rien qu'après son choix de la Côte d'Ivoire, qu'il est à la nationalité et que les dispositions soient, que ce soit sur le plan des tests ou sur le plan de la politique, soient prises pour qu'il ne soit pas inquiété. Donc, tout cela fait partie des prévisions ou des dynamiques de M. Compaoré. Maintenant, par rapport à la possibilité qui est très faible, qui a une probabilité très faible, peut s'avérer être pratique et pragmatique si d'aventure on arrivait à un changement de régime en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'allais vous dire. Qui n'est pas favorable à la dynamique dans laquelle tout s'était inscrit avant que ce régime soit en place. Et donc, vous aurez un régime qui va dire, mais écoutez, la Côte d'Ivoire en tant qu'État... Parce que la réalité politique est dynamique aussi. Oui, elle est dynamique. Et cette thèse peut être toilettée du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Comme Ouattara nous en a donné aussi l'exemple. Parfaitement. Et dans ce cas-là, la probabilité qui était faible devient réelle. Et vous verrez simplement une extradition qui va se faire. Mais ce qui est certain, ce n'est pas quelque chose qui va se passer d'ici à demain. Exactement. Et qui sait tout ce qui va se passer après. Peu importe la dynamique d'extradition dans laquelle va s'inscrire le Burkina Faso aujourd'hui pour obtenir cette extradition, la probabilité est extrêmement faible. Suffisamment faible. Oui, extrêmement. Pas suffisamment, mais extrêmement. Et je pense qu'ils en sont conscients. C'est aussi faible pour un gage de stabilité. Mon confrère l'a souligné. Vous l'avez vu en Afrique du Sud, lorsque l'ancien président on a décidé de le mettre en prison, cela a créé des émeutes, de l'instabilité en Afrique du Sud, parce qu'il a encore de l'influence. Maintenant, vous et moi, nous savons qu'il y a de fortes chances que M. Compaoré... Mais influence, vous dites, Blaise Compaoré on a encore. On ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Même si ce n'est pas forcément directement au Burkina
Faso, on peut voir tout ce qui peut se passer dans tout un système d'appareils. Oui, tout compte fait, via ces lobbies dans la sous-région. Tout un système, tout un système. Et c'est ce qui est vraiment inquiétant. Et on comprendrait donc ce comportement ou cette attitude, cette situation qui se présente aujourd'hui. Alors, Morgane Metongi Assogba, Olivier Michel Descampos, une dernière question avant de boucler ce volet burkinabé. L'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré est depuis quelques heures libre de tout mouvement. Il n'est plus surveillé. Et tout ceci, pour ma part, me semble un peu une coïncidence heureuse ou malheureuse, puisque le verdict est plus ou moins confondu à la libération. Hein? Tout à fait, le même jour. Le même jour pratiquement. Y a-t-il un lien ou c'est peut-être naïf de notre part de penser qu'il peut avoir un lien? Il a fallu le verdict et le libérer après ou Non, c'est toujours bien de penser. C'est en pensant qu'on mène la réflexion critique. Mais moi, je dirais tout simplement que... Libre de tout mouvement, pourra-t-il influencer de loin ou de près? Vous savez, il ne peut jamais être libre de tout mouvement, en tout cas pas dans le contexte... Non, ça dit avant ce verdict. Possible. Avant ce verdict, non, bon, c'est difficile à apprécier. Ou c'est juste une coïncidence Bon, vous savez, tout est possible. Hein, tout est possible. Et moi, je dirais juste, pour éviter donc de m'enfermer dans des prévisions ou projections hasardeuses, je ne sais pas, je voudrais juste dire que le Burkina Faso, on va dire ça comme ça, n'a fait que obtempérer à ce que la CEDEAO vient de dire, à savoir la libération immédiate du président. Pourquoi ce n'est que ce même mercredi? Le calendrier est indépendant. Parce que la CEDEAO l'exigeait depuis peu. Depuis peu, mais voilà. Mais il a fallu... C'est fait que c'est maintenant qu'ils ont voulu le faire. Maintenant, à eux peut-être de nous dire quelles sont les raisons qui justifient cette coïncidence assez intéressante. Est-ce que Morgane y voit une coïncidence heureuse ou un fait anodin? Il n'y a pas de coïncidence. Il faut dire que c'est certainement, tout a été bien orchestré parce que nous avons au Burkina Faso un régime qui est un régime de transition, qui est venu dans une certaine dynamique. La dynamique, c'est remettre les pendules à l'heure. Et pour remettre les pendules à l'heure, il faut en finir avec le procès Sankara, pour que tous les acteurs politiques puissent réellement prendre part à cette stabilité qu'on veut instaurer. Et il faut aussi qu'on soit dans de bons termes avec l'institution ouest-africaine qu'est la CEDEAO. Pourquoi? Parce que, comme vous devez certainement l'avoir constaté, le Burkina Faso est parmi les pays qui ont connu les coups d'État celui qui semble être le plus proche de la dynamique dans laquelle s'inscrit la CEDEAO. Jusque-là, même si on voit toujours quand même le souci de ne pas changer ce qui a déjà été adopté, qu'est les 36 mois de transition. Il serait vraiment difficile de revenir là-dessus. Et donc, il faut donner quelque chose à la CEDEAO pour montrer qu'on est de bonne foi, mais que là, il faudra que la CEDEAO aussi fasse des concessions. Et je pense que dans cette perspective de stabilité, de voir tous les acteurs politiques s'impliquer dans la vie active de la société du Burkina Faso, les leaders ont bel et bien vu. Nous venons de voir deux grosses émotions. La fin du procès de Sankara, c'est une grosse émotion. La population va bien recevoir cela. La libération de Roch-Marc Christian Kaboré, qu'on le veuille ou non, non seulement il a encore des acteurs dans la société qui sont en faveur de ce qu'il est ou de ce qu'il incarne en tant que leader politique, mais il a aussi la CEDEAO. Et donc, c'est deux émotions qui vont stabiliser, deux grosses émotions qui vont stabiliser plus ou moins l'ambiance sociopolitique du Burkina Faso et qui sont dans l'intérêt du régime de transition actuellement en place. Oui, donc ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie, mais les dates aussi probablement constituent une stratégie qui peut avoir des fruits assez efficaces. On va... Oui, un mot? Juste pour compléter, il faut quand même dire que ça fait
quand même pas mal de semaines que les tractations sont en cours pour justement pour aboutir à ce résultat-là des négociations entre les différentes parties pour que ça puisse se faire. Et pour dire aussi, pour finir, vous savez, nous sommes en phase de régime de transition, donc de régime issu de coups d'État, qui sont donc par définition illégaux et illégitimes, mais qui sont dans un processus de légitimation. Ce qui fait que tout ce qu'on peut faire pour attirer de la sympathie, pour se montrer, en tout cas pour donner un visage assez positif aux yeux de la population est bon à prendre. Donc comme mon confrère l'a dit, la libération d'abord le procès, l'issue du procès, et plus maintenant la libération, c'est de bons points pour les militaires qui sont au pouvoir et ça leur permet d'asseoir et de vraiment poser les bases efficaces pour ce processus de légitimation dans lequel ils sont en train donc d'évoluer. Ah oui. Merci Olivier Michel Descampos, Morgan Metondia à Sogba. Encore une dizaine de minutes avant de mettre un terme à ce numéro de enjeux politiques. On sera maintenant, on quitte le continent. On quitte le continent. On pourra y revenir les semaines à venir, rassurez-vous. Parce qu'on a encore à dire sur ce procès de Blaise, sur ce procès de Thomas Sankara. Alors, on est en Europe, 43 jours d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce 7 avril, eh bien, Kiev soupçonne quelque peu des attaques imminentes dans le Donbass. Les populations de l'Est sont appelées à libérer, à quitter le pays ou à évacuer parce que jusque-là, les frappes russes ne discontinuent pas. La Russie continue de pilonner littéralement un nombre de villes, surtout dans la partie est qui concentre maintenant les combats. Les Occidentaux durcissent aussi en réponse à tout ceci, aux frappes russes, durcissent le ton et annoncent de nouvelles sanctions. Lesquelles sanctions, pour ma part, semblent ne plus effrayer plus ou moins la Russie ou Poutine, parce que les sanctions, on en avait parlé, hein, vous vous rappelez, et je dirais maintenant qu'à chaque semaine, ces sanctions, on attend les toutes nouvelles sanctions. C'est vrai que le président Volodymyr Zelensky a multiplié aussi sa stratégie de communication, il a pris langue avec, je dirais, presque tous les parlements européens les plus influents, les Nations Unies, jusqu'aux États-Unis, c'est seulement peut-être le Bénin. je vous laisse le dire. Puisque vous estimez que nous ne sommes pas influents. Je vous laisse le dire, Olivier Michel Descampos. Alors, dites-moi, Morgan Metondia à Sogba, quels sont selon vous les facteurs ou les éléments à concocter, à mettre dans la balance pour présager d'une trêve ou d'une fin pour ce conflit? Ce que je vais dire est quelque chose qui a déjà été dit et dont sont conscients les acteurs eux-mêmes. Il faut aller à la table de négociation. Il faut faire des concessions. Mais ça négocie. Oui, ça négocie. Curieusement ou paradoxalement. Ça négocie très bien. Ça continue de négocier entre la Russie et l'Ukraine. C'est le gros paradoxe. C'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe. C'est parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. Mais qu'accouchent ces négociations? Oui, il y a quelques évolutions. Vous savez, les négociations, c'est pas comme la guerre. Je le dis pourquoi? Parce que dans la guerre, nous sommes en guerre, je t'abats, je gagne. Et c'est fini. Les négociations, c'est beaucoup plus de calcul, c'est beaucoup plus de temps, et c'est beaucoup plus de stratégie. Comment peut-on continuer à s'affronter, à se détruire, à se tuer, et tout en négociant? Oui, on le fait pourquoi? Parce qu'il faut avoir des facteurs externes qui influencent la position de tout un chacun à la table de négociation. Je vous explique. À cause de ces négociations, la Russie a décidé de ne plus évoluer sur Kiev, de laisser Kiev, de se replier simplement sur une partie qu'elle estime, jusqu'à l'heure où nous parlons, avoir encore un travail important à terminer. Et cette partie, c'est bel et bien cette zone séparatiste. Le Donbass. Le Donbass. Et qu'elle estime que le Donbass, ce n'est pas négociable. Et vous avez dit tout à l'heure que M. Zelensky demande aux populations
qui sont encore dans cette partie de l'Ukraine de bien vouloir commencer à se déplacer parce que la Russie est en train de prévoir, ce n'est pas une magie. Nous sommes là encore dans des stratégies de guerre ou dans du planning ou dans une mise en scène. C'est pas une mise en scène. C'est une réalité puisque l'acteur à la table de négociation leur a déjà dit, écoutez, je fais une concession sur tel aspect, mais il y a tel aspect sur lequel je ne veux pas faire de concession. Et ils sont toujours en train de... Non négociable. Et c'est ça le Donbass. Et donc le Donbass, il faudrait que l'autre partie, qu'est l'Ukraine, se retrouve probablement dans une position où elle va devoir faire la concession du Donbass. Mais actuellement, vous allez entendre l'Ukraine dire que ce n'est pas au programme, que l'Ukraine n'a pas l'intention de céder le Donbass à la Russie. Parce qu'elle estime que si d'aventure les séparatistes étaient considérés comme effectivement indépendants, donc que ce serait la Russie qui ait pris possession de cet État-là. Quelles peuvent être, selon vous, Olivier Michel de Campos, les autres sanctions possibles qui pourront freiner l'ardeur ou émousser quelque peu l'ardeur russe? Alors, la principale sanction qui pourrait aboutir au résultat que vous êtes en train de décrire, tout le monde la connaît, mais personne n'ose vraiment la prendre, en tout cas les Européens n'osent pas franchir le cas. Il s'agit des sanctions, il s'agit justement de couper le robinet du gaz et du pétrole. Ce que les Occidentaux, en tout cas certains pays occidentaux, ne peuvent pas se permettre de faire aujourd'hui. Cela risquerait de leur coûter cher à l'interne. Ils le prévoient. Évidemment, ils le prévoient, mais sur une durée. Vous savez, il faut faire très attention avec ces annonces-là que les dirigeants nous font, parce que on sait tous, en tout cas pour les experts, savent tous que ces mesures-là ne peuvent pas se faire dans l'immédiat. C'est impossible, c'est irréalisable. Il faut un certain nombre de mois, un certain nombre d'années même pour certaines, pour arriver à une telle rupture de la quantité, quand on imagine un peu la quantité de fournitures que la Russie donc, apporte à ces pays-là. Mais ce qui est intéressant de souligner quand même, c'est que, et là je vais peut-être aller même plus loin que ce que vous étiez en train de dire, vous offusquer davantage, pour dire quoi? Pour dire que depuis 43 jours maintenant, que le conflit, l'opération spéciale, si vous voulez, a démarré. Dénazification. Oui, a démarré. La Russie donc continue d'approvisionner les Occidentaux en gaz et en tout ce que vous voulez. Alors, où est-ce que ça passe tout cela? Ça passe par le territoire de l'Ukraine. Les pipelines, tout ça, ça passe par le territoire de l'Ukraine, ce qui fait que l'Ukraine perçoit contractuellement une redevance sur donc, ce dispositif qui passe sur son territoire. Alors, vous savez que depuis que le conflit a commencé, les transactions continuent à se faire normalement, comme si de rien n'était. L'Europe perçoit son gaz, son pétrole, l'Ukraine également perçoit sa redevance et pour le passage sur son territoire. Alors vous imaginez un peu, on dit que nous sommes en guerre, mais les installations de ce genre-là sont toutes protégées aujourd'hui. Nos intérêts communs, sont protégés, sont ménagés, on n'y touche pas. Donc c'est assez paradoxal. C'est pour ajouter un peu au paradoxe que vous étiez en train de décrire tout à l'heure, c'est assez paradoxal. Et justement, les négociations, comme vous le disiez, sont là pour nous montrer quand même que c'est le chemin, c'est la voie vers laquelle il faut y aller. Parce que quand vous observez un peu les différents revirements du président ukrainien, c'est-à-dire sur certaines positions qu'il tenait au départ. Et vous voyez un peu qu'il est en train de lâcher sur certains points, d'admettre certains points. Et puis, tout ça, c'est le fruit de la négociation. Mais une négociation qui n'aurait pas pu porter s'il n'y avait pas eu des avancées sur le terrain militaire. Donc, c'est le terrain militaire, ce sont les gains militaires que l'on arrive à engranger d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit en plus ou en moins pour l'un, un camp comme l'autre, qui pèse maintenant dans la négociation et permet aux uns aux autres de pouvoir avancer leur pignon. Malheureusement, c'est assez cynique de le dire, mais c'est un jeu. C'est un jeu qui se joue. Ça semble bien. Ça semble, oui, ça y malheureusement, et c'est des vies humaines. Et si vous permettez, juste pour finir là-dessus, c'est assez paradoxal qu'on nous dit qu'on veut arrêter la guerre, mais qu'on continue à livrer des armes. Et que l'Ukraine même... revendiquer même. L'Ukraine qui revendique, et les Occidentaux qui font la promotion de la livraison
Oui, et les Occidentaux eux-mêmes, qui volontiers font la promotion, disent nous allons vous aider, ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous. Très bonne et Vous allez- formidable victime, Alors, Zelensky revendique les âmes. Comment, et on se plaint qu'il y ait des morts, mais alors qu'est-ce qu'on veut concrètement? On veut arrêter la guerre ou on veut que c'est juste pour dire que c'est juste une dynamique et tant que l'une ou l'autre n'aurait pas pris suffisamment d'accendant sur l'autre pour arriver à quand même à imposer une sorte de statu quo. Merci, On ne c'est pourra pas complètement terminé, en monsieur. finir. De l'autre côté, Akilas Yarigo, 30 secondes à vous. Morgan Metondi à Sogba, rapidement, 30 secondes pour conclure tout ceci. Pour dire simplement que les acteurs doivent faire des concessions appréciables pour mettre fin à la guerre. La guerre a débuté à cause des acteurs. Et elle peut prendre fin aujourd'hui si les acteurs décident qu'elle prenne fin. Que les lobbies qui ont des intérêts de reconstruction ou de fourniture d'armes puissent quand même s'arrêter à un moment donné pour permettre à la paix que tout le monde dit tant bien vouloir avoir lieu. Donc c'est ce que je peux dire. Tout est encore possible. Et encore 52 minutes et on n'a pas pu encore percer le paradoxe d'une guerre que celle russo-ukrainienne. Oui, ça négocie par endroits, ça frappe résolument, ça détruit, ça tue. De l'autre côté, Biden qui crie au crime de guerre se propose quand même de corser son capital aide à l'Ukraine. L'Ukraine, la grosse victime qui suscite compassion, l'énorme compassion, contrairement à tout ce qu'on aurait pu assister. Compassion à géométrie variable. Compassion à géométrie variable. Merci Olivier Michel Descampos, merci Morgan Metondi à Sogba, merci pour votre disponibilité, merci de nous avoir permis de mieux comprendre l'actualité au-delà des frontières du Bénin. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Avec plaisir.